Je me présente, Daniel Gonçalves. Aujourd'hui, je vais vous parler application cloud, donc enjeux et impact. Mais avant ça, je voudrais quand même vous faire un petit mot sur Café DevOps. Café DevOps, on est un collectif informel. Vous commencez à nous connaître pour traiter des problématiques DevOps. C'est juste un petit mot pour vous dire que on recherche toujours des speakers. Donc si vous voulez parler d'un sujet, si vous avez un sujet que vous voulez présenter, ou faire une petite présentation, que ce soit technique ou organisationnelle, hein, on n'est pas fermé, n'hésitez pas à nous contacter et on essaiera de faire un événement. Soit en ligne, si vous voulez faire ça en ligne, sinon à partir de la rentrée, on espère pouvoir refaire des événements en direct de visu. Voilà. Allez, on est parti. Application cloud, enjeux et impact. Tout d'abord toute petite introduction. Juste un petit peu d'histoire. L'informatique au sens très large du terme a commencé au 19e siècle avec Ada Lovelace qui a conçu les premiers algorithmes. À ce moment-là, c'était tout sur papier, c'était très théorique et c'était vraiment le petit monde des mathématiciens qui s'intéressaient à ce genre de problème. C'est resté dans le monde des mathématiciens pendant très longtemps, jusqu'à même la Seconde Guerre mondiale, qui a vu l'industrialisation de l'exécution de ces algorithmes, en fait, grâce notamment à Turing, qui a conçu une machine qui a pu permettre d'industrialiser les algorithmes qui ont notamment cassé les codes de la machine Enigma. Alors je vais pas vous faire tout l'historique de l'informatique, hein, mais bon, après effectivement il y a eu dans les années 50 l'arrivée des transistors qui a permis une réduction massive de la taille des machines. Dans les années 60-70, l'essor des premiers réseaux. Début des années 90, émergence d'Internet aux yeux du grand public, ou dans un sens vraiment grand public. On arrive début 2002, Amazon lance AWS, son service de cloud. En 2001, en 2001, on a eu la publication du manifeste Agile. C'est un collectif de développeurs qui se sont beaucoup intéressés à comment on fait pour concevoir un logiciel de façon efficiente, efficace. Et ils ont écrit un manifeste de ce qu'est l'agilité et comment on peut faire pour faire du développement d'applications de façon efficace agile, comme ils l'appelaient. Durant toute la décennie des années 2000, on a eu un essor des frameworks agiles et notamment, surtout celui que vous connaissez, je pense, le plus, Scrum. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'effectivement, en même temps, dans le début des années 2000, on a eu le développement des API. Déjà, une API, qu'est-ce que c'est? Une API, c'est un contrat, c'est une Application Programming Interface. C'est une interface de programmation qui va vous permettre d'établir un contrat entre un service et un client. C'est une notion très importante parce que ça va vous permettre d'accélérer tous vos développements. Justement, avec le manifeste Agile, ça a pris du sens, tout ça. Les développeurs ont pu commencer à se focaliser sur tout ce qui était la logique métier. L'API Driven Development mélangé aux méthodes agiles. On a d'un côté de la technique
une technique de développement et de l'autre des méthodes de travail qui ensemble ont réussi à produire qui ont réussi à produire des logiciels de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus efficiente. Donc les API, en fait, on peut quelque part les considérer comme une partie de la documentation de l'application. Alors bien sûr, les plus fanatiques et les plus bornés d'entre vous me diront la documentation ultime, ça reste le code, il n'y a que le code qui fait foi, on est d'accord, mais une API reste une façon de documenter une application, donc que ce soit pour le service externe pour les clients ou une application qui va utiliser une API, c'est une façon de documenter ce dont a besoin l'application par exemple. Et enfin, les API vont vous permettre de faciliter la modularisation de votre application. En fait, si vous avez une application qui va appeler différents services externes, ces différents services vont avoir un domaine d'application qui leur sera propre, et donc vous allez quelque part pouvoir modulariser, faire des modules bien spécifiques métiers de votre application. Alors, aucun rapport avec la choucroute, on va parler de mise à l'échelle. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je vous mets ça comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc on a au niveau de la mise à l'échelle deux types de mise à l'échelle. On a ce qu'on appelle le scaling vertical. Le scaling vertical, ça consiste ni plus ni moins qu'à rajouter des ressources à votre machine. Si vous avez un programme qui est un peu trop lent, vous allez rajouter des ressources processeurs. Si vous manquez de mémoire, vous allez rajouter de la mémoire vive. Si vous avez besoin de plus d'espace de stockage, vous rajoutez l'espace disque. Si vous avez besoin de plus de ressources réseau, vous augmentez vos capacités réseau. Donc ça, c'est le scaling vertical. On augmente les capacités intrinsèques à la machine sur laquelle va s'exécuter l'application. Et puis de l'autre côté, vous avez le scaling horizontal, où là, en fait, on ne va pas toucher aux ressources, mais en fait, on va multiplier le nombre d'instances, le nombre de machines sur lesquelles vont s'exécuter la même application. Donc en fait, on va avoir plusieurs instances de l'application qui vont être répliquées sur toutes les machines. Et donc, en fait, ces différentes instances vont s'exécuter en parallèle. Et donc, on va pouvoir répondre de façon plus efficace que si on n'avait qu'une seule machine. Donc scaling horizontal ou vertical, en fait, l'un comme l'autre ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients, et dans certains cas on utilisera l'un, dans certains cas on utilisera l'autre, des fois on peut utiliser un peu les deux. Donc là il n'y a pas de règle vraiment absolue. Donc maintenant on va parler surtout de tout ce qui est donc du 12 Factor Application. Donc le 12 Factor App, en fait, c'est un manifeste qui a été écrit en 2012 par des ingénieurs de chez Heroku. Donc Heroku, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fournisseur de services cloud, un plateforme as a service en fait, pour ceux qui veulent, pour ceux qui connaissent ou ceux qui veulent savoir. Et donc pour vous situer dans le contexte, donc on est en 2012 et on est en plein dans l'essor de tout ce qui est méthodologie DevOps. Donc méthodologie DevOps, tout petit peu d'historique. 2006, vous avez Patrick Desbois qui est dans un projet avec l'Union Européenne et qui commence à beaucoup travailler, à faire des allers-retours entre les opérations d'un côté et les développements de l'autre. Et en fait, les développeurs allaient beaucoup plus vite que ce que pouvaient les opérations. Et c'est de là qu'est venue son idée. Donc en 2008, lors de la conférence Agile, lors de l'Agile conférence, où il a commencé à parler d'infrastructures agiles, puisque les développements étaient agiles, il fallait aussi mettre en place de l'agilité au niveau des infrastructures. Et petit à petit, c'est là que sont apparus les DevOps Day, et on était en plein dans cet essor-là. Donc ça, c'est pour vous resituer un tout petit peu le contexte dans lequel ont été écrits le 12 Factor App. Donc vous avez des ingénieurs de chez Heroku qui ont écrit un manifeste pour expliquer aux développeurs
quelle était selon eux la méthode, quels étaient les points qu'une application cloud native devait remplir pour s'exécuter correctement dans le cloud Heroku. Et en fait, c'est quelque chose qu'on reprend encore aujourd'hui parce que les points qu'ils ont donnés sont quand même suffisamment généraux pour qu'on puisse l'appliquer à d'autres types de cloud, et notamment aujourd'hui, par exemple, à Kubernetes. Donc, le premier de ces points concerne la base de code. Alors, la base de code, c'est en fait ni plus ni moins qu'un référentiel sur lequel on va se baser. Et donc, ce référentiel, vous prenez votre code source à un instant T, vous dites ceci est la version 1.0, et puis vous allez le poser quelque part. En disant ceci est la version 1.0, et puis vous allez travailler avec votre version 1.0, et puis de l'autre côté, vous allez commencer à travailler sur votre version 2.0 de votre application, et puis à un moment donné, vous allez prendre cette version 2.0, vous allez la figer, vous allez la mettre à côté de votre 1.0, et vous dites ceci est la version 2.0, etc., etc. Alors, on peut faire comme ça, c'est un peu la méthode du pauvre. Ce que dit le manifeste, c'est que en fait votre référentiel, ça peut et même ça devrait être un dépôt Git, Mercurial, Subversion, enfin quelque chose qui fait de l'historisation de code, tout simplement. Donc une fois que vous avez ce dépôt, vous avez cette base de code, vous devez vous dire quelque chose. Donc là, pour le coup, le manifeste prend vraiment parti. C'est un dépôt par application. Donc de ce point de vue-là, le parti pris par le manifeste est assez tranché par rapport à des débats qu'on peut avoir notamment chez les développeurs entre le mono et le multi-repo. Et en fait, si vous avez plusieurs dépôts, ce que dit le manifeste, c'est que si vous avez plusieurs dépôts, c'est que vous avez un système distribué. Vous pouvez avoir une application qui va se baser sur plusieurs dépôts, c'est pas un problème, mais typiquement, vous allez avoir votre base de code exécutée, par exemple, qui sera sur un dépôt, mais tout ce qui est, par exemple, déploiement sera dans un autre dépôt. Vous n'allez pas mélanger les deux. Si vous avez une application qui va s'exécuter sur un serveur, vous allez séparer, vous allez mettre dans un autre dépôt l'application qui va être tout ce qui est IHM, tout ce qui est interface web. Ça devrait être théoriquement, selon le manifeste des 12 Factor Apps, ça devrait être deux dépôts distincts. Donc voilà. Le deuxième point du 12 Factor App, c'est tout ce qui est les dépendances. Donc les dépendances, en fait, c'est quoi? C'est quand vous avez une bibliothèque dont votre application dépend pour s'exécuter. En fait, votre application, elle va dépendre de cette bibliothèque pour pouvoir s'exécuter correctement. Une application cloud native, une application qui répond au 12 Factor App, en fait, elle ne doit pas dépendre de packages qui sont installés au niveau du système. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, votre application, elle doit être le plus agnostique possible. Elle ne doit pas supposer que la bibliothèque qui permet de communiquer en HTTP va être installée sur le système. Elle ne doit pas se dire, tiens, cette bibliothèque qui va me permettre de faire, je dis n'importe quoi, par exemple, de la data science, de faire de l'ingénierie au niveau des données, on ne doit pas se dire c'est installé au niveau du système. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déclarer les dépendances, les déclarer dans un fichier texte qui sera compris donc par un outil qui lui sera dédié, et donc on va installer ces dépendances via un outil dédié. Typiquement, donc
pour que tout le monde comprenne, que vous soyez développeur ou Ops. Si vous faites du PHP, vous allez utiliser Composer. Si vous faites du Java, vous allez utiliser Maven. Si vous faites du Python, vous allez utiliser Pip. Voilà, vous avez Cargo pour le Rust. Vous avez tout un tas de gestionnaires de dépendances que vous allez pouvoir utiliser. Et bien sûr, ces dépendances, elles doivent être isolées du système. C'est-à-dire que, typiquement, si vous aviez deux applications sur votre système, vous devriez pouvoir exécuter votre application A qui va utiliser une bibliothèque à une version 1.0 et votre application B qui est sur le même système devrait pouvoir tourner avec la même bibliothèque en version 2.0. Ça ne devrait pas être un souci. Donc ça, c'est une isolation de vos dépendances qui va permettre de faire ça. Donc isolation des dépendances, et donc effectivement les outils dédiés, donc par exemple Pip ou Composer ou autres, vous permettent en général d'isoler également les dépendances du système et des autres projets sur lesquels vous pouvez être amené à travailler. Donc ensuite, la configuration. Donc ça, c'est encore un autre point du manifeste des 12 Factor App. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la configuration? Ils disent que la séparation entre le code et la configuration doit être très stricte. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, quand votre application doit se connecter à une base de données, eh ben, les informations de connexion à la base de données ne doivent pas apparaître dans la base de code. Donc la configuration, en tout cas une partie de la configuration, doit être au minimum sortie de la base de code. En fait, la question qu'il faudrait se poser quand on traite cette question de la configuration, c'est: est-ce qu'on peut rendre l'application open source sans que ça pose aucun problème? Parce que effectivement, si dans votre base de code, vous mettez le serveur dont vous servez en production, du coup, ça va poser problème à une personne qui voudrait récupérer le code source. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut rendre open source l'application, ça veut dire: et si on rendait l'application open source, est-ce que n'importe qui pourrait récupérer le code et l'exécuter? Donc ça, c'est une chose. Et ce que j'ai plus ou moins dit tout à l'heure, c'est effectivement toute configuration n'est pas nécessairement à sortir de la base de code. Ça peut, dans certains cas, il peut y avoir une certaine pertinence à garder de la configuration dans la base de code. Typiquement de la traduction. La traduction, c'est de la configuration, mais c'est de la configuration qui n'a pas vocation à changer suivant les environnements. Donc ça avait effectivement du sens de garder cette configuration-là dans la base de code. Par contre, à partir du moment où votre configuration va être dépendante de l'environnement, alors là, effectivement, vous allez la sortir de la base de code de l'application. Donc là, j'ai mis un point d'interrogation. Donc ce que dit effectivement le manifeste, c'est que la configuration devrait être portée par l'environnement. Alors, je mets un point d'interrogation parce qu'en fait, pour vous resituer une fois encore dans le contexte, on est en 2012, les choses manquent encore de maturité de ce point de vue-là, et donc effectivement, pour Heroku, ça a du sens effectivement qu'une application reçoive sa configuration par l'environnement. Au niveau d'Heroku, et au niveau des ingénieurs de chez Heroku, pour eux, ça a du sens par rapport à leur métier, par rapport à ce qu'ils font. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas forcément la meilleure des pratiques. On en parlera un petit peu plus tard. Les services externes. Donc, que dit le manifeste par rapport aux services externes? En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut traiter les services externes comme des ressources liées. Alors là, vous allez me dire: Daniel, t'es bien gentil, mais c'est quoi un service externe et c'est quoi une ressource liée? Alors un service externe, c'est tout simplement un service
sur lequel vous allez faire des requêtes et qui va vous renvoyer une réponse. Typiquement, j'envoie une requête auprès de ma base de données me répond les données liées à ma requête ou me donne la réponse à ma requête. Je fais une requête à une API par exemple de service météo et donc là je lui demande le temps qu'il va faire tel jour, à tel endroit, etc. Le service météo me répond, c'est un service externe à l'application. Et donc une ressource liée, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait ça va être ce qui va permettre de requêter le service externe. Donc typiquement si je veux me connecter à ma base de données, je vais lui demander de se connecter à un serveur bien précis, sur un port bien précis, avec des identifiants mot de passe bien précis. Cet ensemble-là qui va permettre de me connecter au service externe de base de données, ce sont les ressources liées à mon service externe. Et donc il faut les traiter de la même manière l'un et l'autre en fait. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, une ressource liée est ce qui permet de relier le service et l'application. Donc le lien vers les services externes, il va se faire effectivement dans la configuration. Vous n'allez pas mettre en dur, comme ça peut se voir parfois, vous n'allez pas mettre en dur les identifiants mot de passe à votre base de données, vous n'allez pas les mettre en dur dans le code source de l'application. Vous allez mettre ça dans la configuration, et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, la configuration qui va être, elle, dépendante de l'environnement, puisque là, vous serez dépendant de votre environnement, vous allez le sortir de votre base de code. Et enfin, dernière petite chose, un changement de lien, donc de lien de ressources, ne devrait pas entraîner un redéploiement de l'application. À l'arrière, vous allez cliquer sur un bouton, vous allez envoyer une commande, vous allez taper sur une URL pour dire à l'application « et recharge tes liens ». Recharge ta configuration à la base de données, recharge ta configuration au service météo, recharge ta configuration, mais vous ne devriez pas avoir besoin théoriquement de redéployer toute l'application juste pour un changement de lien. Alors là j'ai gardé le titre anglais parce que c'est quand même un peu plus sympa, donc build, release, run. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le build, en fait, c'est la conversion du code source en artefact exécutable. Et je rajoute, ça c'est moi, qui devrait être immuable. Donc qu'est-ce que c'est la conversion du code source en artefact exécutable? Typiquement, si vous faites du Java, ça va être la compilation de votre code source Java en jar. Et là, j'en vois déjà certains qui vont me dire ouais, mais t'es sympa, mais si je fais du Python ou du PHP, je vais pas faire de compilation. Non, vous n'allez pas faire de compilation, mais vous allez prendre votre code source à un endroit, vous allez le poser quelque part sur votre serveur qui va exécuter l'application, et le simple fait de poser ce code source à un endroit, c'est cette conversion en artefact exécutable. Parce que effectivement, votre code source, s'il est à un endroit auquel l'interpréteur ne peut pas accéder, vous ne pouvez pas exécuter votre application. Donc effectivement, le simple fait de poser du code source peut être considéré comme une conversion en artefact exécutable et dans l'idéal qui devrait être immuable. Alors qu'est-ce qu'on entend par immuable? C'est que votre artefact, en fait, suivant les environnements, il doit s'exécuter de la même façon. Ce qui changera, c'est la configuration, ça ok, mais l'exécutable en tant que tel, l'artefact ne doit pas faire de présupposition quant à l'environnement. Il peut avoir un comportement différent en fonction de la configuration, mais ça ne devrait théoriquement pas être lié à l'environnement dans lequel il va s'exécuter. Et donc effectivement, du coup, la suite logique, la release, c'est en fait l'association de l'artefact que vous venez de produire avec sa configuration.
Configuration qui, elle, pour le coup, sera propre à l'environnement dans lequel vous voulez exécuter votre application. Donc si vous voulez l'exécuter dans un environnement de test, eh ben, vous allez appliquer une configuration de test. Si vous voulez exécuter dans un environnement de pré-prod, vous mettez la configuration de pré-prod. Et enfin en prod, vous mettez la configuration de prod. Votre artefact, il est resté tout le long le même. Et c'est juste la configuration qui a changé dans le monde idéal. Donc en fait, on peut avoir plusieurs releases au sein d'un pipeline de CI/CD. Et enfin, le run, c'est tout simplement l'exécution dans un environnement donné. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Ensuite, les processus. Donc, le manifeste, qu'est-ce qu'il dit au sujet des processus? En fait, c'est très simple. Les applications, donc 12 factor, cloud native, appelez ça comme vous voulez, devraient être sans état. On les appelle stateless. Alors là, je vois déjà des sourcils se lever pour plusieurs raisons. Déjà, on va me dire, ouais, mais attends, des fois on n'a pas le choix, on fait du stateful. Alors oui et non, alors on parlera du stateful un tout petit peu plus tard, juste après en fait. Et puis je vois d'autres sourcils qui vont se lever pour me dire, oui, mais Daniel, t'es bien gentil, mais une application, quelle qu'elle soit, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'elle traite un état. Et c'est exactement ça. Elle traite des états, mais elle ne les gère pas. C'est là toute la nuance. C'est-à-dire que, typiquement, si vous avez un état... si vous avez une application qui va gérer un état par exemple via une base de données, en fait l'état c'est la base de données qui va le gérer. C'est-à-dire qu'effectivement votre application elle va recevoir l'état, elle va le lire, elle va éventuellement faire des choses et elle va éventuellement donner l'ordre à la base de données de gérer l'état, de changer l'état. Mais c'est la base de données qui gère l'action de changer l'état. Donc c'est elle qui gère l'état. L'application stateless, elle, tout ce qu'elle fait, c'est traiter de l'information. La nuance peut vous paraître fine, mais elle est très importante en fait. Elle va être très importante, notamment parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes sur des applications stateless comme les bases de données dans le cloud. Et on sait aujourd'hui que tout ce qui est application stateless, ça marche très bien. Ce qui est application stateful fonctionne de façon un peu plus compliquée. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Les questions qu'on doit se poser et les problématiques qui sont soulevées sont un peu plus complexes. Donc, ces applications stateless, en fait, dans l'idéal, elles ne devraient rien partager. Quand je vous dis qu'elles ne devraient rien partager, c'est en fait... je vous replace encore dans le contexte. Là, on est en 2012. On est dans un cadre d'application qui s'exécute dans un environnement plateforme as a service. On n'est pas dans des conteneurs, donc on peut avoir potentiellement plusieurs processus au sein d'une application. Et donc, quand les ingénieurs de chez Heroku disent qu'une application ne devrait rien partager, les applications ne devraient rien partager, par exemple, en communication interprocessus. En fait, on ne devrait pas faire de communication interprocessus, on devrait, en direct, on devrait plutôt créer des services externes qui seraient appelés comme des services externes, qui seraient appelés comme des API. Et donc, ces API, ces applications, ne communiqueraient pas directement via les processus, mais via leurs API et les services externes qui sont exposés. Et donc, les caches de données, par exemple, devraient être considérés comme des services externes. Pourquoi je vous mets ça? Parce que typiquement, les caches de données, ce sont des applications qui sont stateful. Le cache de données, ça va être quoi? Ça va être votre Redis, votre Memcached, ça va être une base de données MySQL éventuellement. Et donc ça, ce sont des applications qui sont spécialisées
dans le stockage de la donnée. C'est des applications qui sont spécialisées dans le stateful. Donc là, effectivement, vous pouvez déléguer ça, ça va être leur boulot. Vous, votre boulot, ça va être de faire du stateless et de déléguer au maximum tout ce qui est gestion des états. Et donc là, on commence à voir effectivement les intérêts d'avoir des services externes qui vont être appelés via des API, etc. Là, on commence à avoir un peu de cohésion par rapport à tout ça. Notamment sur l'utilisation de services externes pour tout ce qui est stateful. En fait, à partir du moment où vous allez gérer un état, vous allez considérer que votre application est stateful, et vous, si vous voulez faire une application cloud native, vous devriez plutôt essayer de vous orienter au maximum vers du stateless et laisser la gestion des états à des applications qui sont dédiées à ça. Donc les associations de port, en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'une application, théoriquement, devrait être complètement agnostique en ce qui concerne son environnement d'exécution. Typiquement, une application, elle ne devrait pas, par exemple, supposer qu'il y a un serveur HTTP d'installer sur la machine. Je prends l'exemple de PHP. PHP, historiquement, on l'exécutait dans un serveur Apache et c'était exécuté en tant que module du serveur Apache. Votre application ne doit pas faire de présupposition quant à ça. Par contre, votre application, elle peut potentiellement embarquer des bibliothèques qui vont lui permettre de communiquer selon un certain protocole. Pour reprendre l'exemple de l'application PHP, votre application PHP, elle peut embarquer des bibliothèques qui vont lui permettre de communiquer en HTTP, et donc du coup votre application, elle aura plus besoin nécessairement d'avoir un serveur web. Elle pourra communiquer directement en HTTP, vous lui mettez un reverse proxy devant et puis c'est bon. Et donc du coup, l'association de port, elle va permettre de fournir un service extérieur pour une autre application, puisque à partir du moment où je sais le protocole, à partir du moment où je connais le protocole d'exécution, le protocole de communication, et que je connais le port, donc l'adresse du service et le port sur lequel je peux requêter ce service, alors je peux aller communiquer directement avec mon service externe. Donc ensuite, la concurrence. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le scaling vertical, il a des limites. Et ces limites, typiquement, si vous êtes dans une machine virtuelle, les limites de la machine virtuelle, ce sera les limites de votre machine physique. Et puis, si vous êtes sur une machine physique, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, vous ne pourrez pas aller au-delà. Typiquement, si votre problème, c'est un problème de CPU, vous pourrez rajouter autant de CPU que vous voulez. Aujourd'hui, la limite technique des CPU, c'est que de toute façon, on ne peut pas augmenter leur fréquence à l'infini. Aujourd'hui, on augmente la puissance des CPU en rajoutant des cœurs. Donc en fait, ce qu'on fait en rajoutant des cœurs, c'est du scaling horizontal, c'est pas du scaling vertical. On peut prendre les mêmes analogies avec par exemple la RAM. À un moment donné, votre machine physique, vous allez bouffer tous les slots de RAM possibles. Votre carte mère, elle peut accéder à une certaine quantité de RAM, et puis on peut faire ça pour tous les types de ressources que vous voulez. Donc le scaling vertical, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a des limites. Et donc, une application, elle devrait théoriquement être capable de travailler avec plusieurs processus, plusieurs instances en parallèle. Pourquoi on ferait ça? En fait, c'est tout simplement pour simplifier le scaling horizontal. Donc si votre application elle est capable de s'exécuter avec n instances en parallèle, alors vous allez pouvoir rajouter 2, 3, 4, 5 instances, 10 instances en parallèle, 100, 200, 2000 instances en parallèle, ça ne sera pas un problème.
Mais pour ça, il faut effectivement que vous ayez fait de la délégation, donc ce qu'on disait juste avant, il va falloir que vous ayez délégué tout ce qui est gestion de vos états. Donc il faut que vos applications soient stateless, que tout ce qui est stateful soit dans des applications qui sont dédiées, dans des services qui sont dédiés à ça. Et donc là, vous allez pouvoir effectivement faire du scaling horizontal. Alors, là, j'ai fait une bête traduction pour le coup par rapport à tout à l'heure. J'ai fait une bête traduction, donc jetable. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit en fait que les processus doivent être jetables. Dans un environnement cloud, en fait, les processus des applications, ils peuvent apparaître et disparaître à tout moment. En fait, votre fournisseur de services cloud, vous n'avez pas en fait forcément la main sur l'exécution, notamment si vous êtes sur un plateforme as a service, vous n'avez pas forcément la main dessus, et donc pour n'importe quelle raison qui va lui être propre, votre fournisseur de service, il peut dire cette instance, je la jette. Cette instance, j'en veux plus. Et ça peut être pour tout un tas de raisons. Ça peut être, j'ai des instabilités sur cette machine qui sont dues à cette instance, je jette cette instance-là. Ça peut être cette instance-là, elle commence à pirater, à essayer de lancer des attaques sur les autres. Je la kick. Voilà, des choses comme ça. Et donc, vos applications, elles peuvent disparaître à n'importe quel moment. Si elles peuvent disparaître à n'importe quel moment, ça veut dire que vos applications, elles doivent être résistantes à une mort subite. Il faut que vous puissiez vous dire, l'application, je peux m'en débarrasser à n'importe quel moment, ça ne va pas avoir d'impact significatif sur le reste. C'est-à-dire qu'au pire, on va perdre les requêtes qui étaient en cours de traitement, mais cela ne devrait pas avoir d'impact ça ne devrait pas, par exemple, détériorer les données. Et c'est là, encore une fois, qu'on a tout l'intérêt des applications stateless, c'est-à-dire qu'effectivement, votre application stateless, elle pourra être beaucoup plus résiliente, beaucoup plus résistante à une mort subite qu'une application qui est stateful. Donc c'est pour ça que les applications stateful, c'est assez touchy, dans le sens où si vous tuez une application stateful à un moment donné où elle est en train de décrire un état sur le disque, vous vous retrouvez dans un état un petit peu bizarre, un petit peu, on ne sait pas trop, etc. Donc ça peut être très dangereux. Donc voilà, le cloud c'est très bien pour tout ce qui est stateless, encore une fois, et pour ce qui est stateful, c'est un peu plus compliqué. Et donc du coup, le corollaire, c'est que ça permet une tolérance aux pannes. La tolérance aux pannes, c'est tout simplement que vous n'allez pas avoir une seule instance, vous allez en avoir 2, 3, 4, 5 au minimum. Et puis si vous en perdez un, c'est pas grave, j'en ai d'autres qui sont là. On commence à voir un peu se dessiner le fameux pet versus cattle qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est disparition des applications. Mais encore une fois, si vous avez une instance à un moment donné qui disparaît, vous allez essayer de garder votre nombre d'instances à peu près fixe. Donc si vous avez une instance qui disparaît, vous allez essayer d'en repopper une automatiquement. Si vous en repopez une automatiquement, il faut minimiser le temps de démarrage, puisque typiquement si vous essayez de monter des nouvelles instances pour par exemple répondre à un problème de charge, ces nouvelles instances, si votre application elle met 5 ou 10 minutes à démarrer, c'est 5 ou 10 minutes où vous ne pouvez pas répondre de façon correcte et efficace aux nouvelles connexions. Et donc, effectivement, si votre application elle met juste quelques secondes à démarrer, là vous allez minimiser le temps de service restreint, de service
réduit, vous allez le minimiser le plus possible. Ensuite, la parité des environnements. Donc, que dit le manifeste par rapport à la parité des environnements? En fait, alors, il fait un premier point. Donc, en fait, il y a toute une explication derrière qui est très intéressante. Il explique qu'entre le dev et la prod, il y a 3 fossés qui sont temporels, des fossés au niveau des personnes et des fossés au niveau des outils. Donc les fossés temporels, et là on commence à vraiment être dans le cœur du DevOps. Pour réduire le fossé temporel, il faut faire du déploiement continu, il faut faire des petites itérations. Tout ça, on commence à bien le connaître. Et donc, effectivement, ces ingénieurs de chez Heroku, ils ont commencé à dire que, effectivement, si vous voulez réduire le fossé temporel, c'était le déploiement continu qui allait nous permettre de réduire le plus possible la boucle de feedback et commencer à faire du déploiement en continu. Le fossé des personnes, là, pareil, on est typiquement dans le DevOps, puisque c'est le fameux « you build it, you run it ». Et typiquement, si vous avez d'un côté les devs qui font du dev et les ops qui font des opérations et qui s'occupent de vérifier que tout se passe bien en prod et que les deux restent chacun dans leur silo, et à un moment donné, vous allez avoir un fossé entre les personnes. Alors, on va dire dans le pire des mondes, vous avez une personne qui va faire la navette entre les deux, et dans le meilleur des mondes, vous avez les devs et les ops qui vont main dans la main collaborer, communiquer ensemble, et un dev va commencer à aller regarder ce qui se passe en prod, les ops peuvent aller regarder comment travaillent les devs, pour justement essayer de comprendre le pourquoi du comment des uns et des autres. Et enfin, réduire le fossé des outils, c'est en ayant justement des environnements qui vont être les plus proches possibles les uns des autres. C'est pour éviter le fameux oui, mais ça marche chez moi. Oui, mais ça marche chez toi, pourquoi? Montre-moi ton environnement. Ah, tu utilises Nginx? Nous, en prod, on utilise Apache. Bon, déjà, là, il y a un problème. Ah, mais attends, toi, tu utilises SQLite? Mais nous, en prod, on utilise MySQL. Il y a encore un problème. Mais attends, toi, sur ton environnement, tu utilises Windows? Nous, on utilise Linux. Voilà. Tout ça, c'est le fossé des outils. Et donc, réduire le plus possible cette parité entre le dev et la prod. C'est là qu'on va pouvoir réduire le plus possible au niveau des outils. Donc, c'est ce qui a popularisé notamment des outils comme Docker aujourd'hui. Ensuite, au niveau des journaux, donc au niveau des journées des applications. Donc encore une fois, une application, elle ne devrait pas écrire ses journaux dans un fichier. Pourquoi? Parce que si elle est écrite dans un fichier, si votre application, en fait, elle écrit dans un fichier, elle devient stateful. Voilà, à partir du moment où vous faites une écriture sur le disque, vous faites du stateful. Donc votre application, dans le meilleur des mondes, elle est full stateless, et donc on va plutôt utiliser stdout et stdr à la place. En utilisant stdout et stdr à la place, ça va nous permettre d'utiliser des outils spécialisés dans la gestion des logs, comme Logstash, comme quoi d'autre, Datadog, ce que vous voulez. On va pouvoir comme ça utiliser des outils qui vont être spécialisés dans la gestion des logs. Et enfin, le dernier point de ce 12 Factor App, ça va être tout ce qui concerne les process d'administration. Donc en fait, ce que dit le manifeste, c'est que les processus ponctuels d'administration devraient théoriquement être lancés dans le même environnement que l'application. Pourquoi? Parce que typiquement, si vous avez une connexion à une base de données et que vous utilisez un autre environnement pour faire votre processus d'administration,
typiquement, vous allez vous planter d'environnement de base de données. Si vous êtes par exemple en environnement de test et que vous allez taper sur la prod, voilà, je vous laisse imaginer un petit peu les problèmes que ça pourrait vous amener. Donc, à minima, dans le même environnement que l'application. Et on devrait utiliser les mêmes techniques d'isolation que pour les dépendances. Donc, typiquement, votre application, j'en ai pas parlé pour l'instant, donc du Ruby. Par exemple, en Ruby, vous allez utiliser Bundler, qui va vous permettre d'isoler vos bibliothèques et donc d'avoir un environnement qui va être cohérent avec l'ensemble de l'application. Donc là, c'est moi qui le rajoute. En fait, c'est pas obligatoire. Donc là, de ce point de vue-là, le manifeste, il ne le dit pas, mais c'est quand même ce qu'on voit la plupart du temps, c'est que vos processus d'administration, ils devraient être partie intégrante de votre application. Tout simplement parce que comme ça, vous allez pouvoir réutiliser des fonctions, réutiliser des API internes, vous allez pouvoir réutiliser tout ça de façon beaucoup plus efficace que si vous aviez un outil externe qui serait dans le même environnement avec la même technique d'isolation. Et enfin, là c'est encore une fois moi qui le rajoute, ces processus ponctuels d'administration, ils devraient être appelables via une URL. Pourquoi ? Parce que typiquement, si c'est un processus d'initialisation de base de données, c'est quelque chose que vous allez lancer une fois en ligne de commande et basta. Là, c'est pas un problème. Par contre, si c'est une tâche cron que vous allez exécuter, si vous avez n instances de votre application, comment vous allez gérer votre tâche cron ? Parce que si votre tâche cron elle est liée fortement à l'application, vous allez avoir une instance, ça va. Vous allez avoir 2 ou 3 instances, ça y est, c'est déjà foutu. Puisque votre application, votre tâche cron, va s'exécuter au niveau d'une instance, elle va s'exécuter au niveau de la deuxième instance, de la troisième instance, elle va s'exécuter dans chaque instance. Et donc vous allez avoir n exécutions, alors que si c'est un processus ponctuel, vous ne pouvez n'en vouloir qu'un seul. Donc l'idéal, ça serait de sortir les tâches cron de votre application et d'appeler le processus ponctuel via une URL, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour la partie 12 Factor App, qui est un élément central et fondateur de tout ce qui est application cloud. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, sur ce qui était la configuration. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la configuration, elle devait être portée par l'environnement. En fait, le service discovery, ça va être une externalisation de la configuration dans un service. Typiquement, vous allez avoir 2 types de service discovery. Vous allez avoir la découverte côté client et la découverte côté service. Et la découverte côté client, c'est votre instance, elle pop, elle va se connecter à un système clé-valeur type etcd, consul, j'en passe et des meilleurs. Et elle va dire « Coucou, je suis là, c'est quoi la config ?» Et puis donc le système clé-valeur lui dit « La config, c'est ça. » Et de l'autre côté, vous avez la découverte côté service, où là vous avez votre service qui va gérer une liste des clients qui peuvent se connecter à lui, et le client, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte via une URL qui sera pour le coup générique. Donc voilà, vous avez deux types, enfin 3 types de services discovery, puisque vous en avez 2, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous en avez 2. Vous avez 2 types dans la découverte côté service. Je ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, les microservices. Donc ça c'est un gros sujet sur tout ce qui est application, cloud. Donc c'est un très très gros sujet. En fait, les microservices au départ, c'est les remplaçants
des Service Oriented Architecture, les fameux SOA. Donc ces SOA, qu'est-ce que c'est? C'était une architecture de service qui était, on va dire, très fortement poussée par des gros éditeurs qui vendaient des grosses prestats derrière. Je caricature, hein. De l'autre côté, vous avez les microservices qui, eux, viennent du monde du terrain, qui viennent du monde de l'empirique. Et donc, pour beaucoup de gens, les microservices sont les remplaçants de ces fameux SOA et seraient là pour tenir les promesses que les SOA n'ont pas tenues. Voilà. Donc ça demande une granularité très fine et vous allez, si vous commencez à rentrer dans la création de microservices, vous allez voir que vous allez avoir une création d'API qui va être très importante parce que effectivement, puisque tout n'est que microservices, les microservices vous allez les appeler via des API et donc là ça va vous demander une granularité assez fine en termes de gestion métier. Donc les applications, donc avant de rentrer un petit peu dans le détail des microservices, les applications monolithiques. Donc l'application monolithique, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur en fait, hein. Vous avez un développeur, il prend son éditeur de texte, il fait du code, il fait une application monolithique, mais c'est une mauvaise application monolithique. Et puis de l'autre côté, vous avez un développeur, il prend son éditeur de texte, il fait une application monolithique, mais c'est une bonne application monolithique. Vous avez la main de code spaghetti où le développeur il va pas forcément penser son code, découper son code en API interne, il va appeler des fonctions en direct et ça s'appelle dans tous les sens et il n'y a pas forcément de test et puis etc. Je vais pas rentrer dans le détail, hein, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu la chance de travailler avec ce genre de code. On va s'attarder plus sur la bonne application monolithique qui va être une application modulaire, qui va utiliser des bons patterns type architecture hexagonale, qui va utiliser des API en interne, etc. Et là, effectivement, vous commencez à rentrer petit à petit dans les microservices, vous commencez à découper d'un point de vue métier vos applications. Le problème, c'est que, alors c'est un avantage, un inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, les outils de développement, ils sont très orientés monolithes. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous connaissez des outils de développement vraiment orientés microservices, ça peut m'intéresser, juste par pure curiosité professionnelle. Donc voilà. Vos microservices, en fait, ils vont avoir pour principal intérêt de décomposer la complexité. En fait, un microservice, il va posséder son propre domaine de compétences. Si vous avez une application avec vous avez à la base une application monolithique avec qui va par exemple une boutique en ligne, par exemple. Vous avez un module à la base, vous avez une application monolithique qui gère tout, et si vous prenez la même application de gestion de boutique en ligne, vous allez avoir d'un côté tout ce qui est gestion du stock, vous allez avoir la gestion client, vous allez avoir de l'autre côté un microservice pour la gestion des paiements, vous allez avoir un microservice pour la gestion des notifications, vous allez avoir un microservice pour tout ce qui est IHM, application web et application mobile. Vous allez avoir différents microservices en fonction des différents domaines de compétences de vos microservices. Donc du coup, ça va vous permettre de décomposer votre mise à l'échelle, puisque dans certains cas, vous pourrez avoir besoin de faire de la mise à l'échelle verticale. Dans d'autres cas, vous aurez besoin de faire de la mise à l'échelle horizontale. Typiquement, j'ai une application, j'ai un microservice qui est peu appelé,
mais qui demande beaucoup de ressources. Là, je vais faire de la mise à l'échelle verticale. De l'autre côté, j'ai un microservice qui ne consomme pas beaucoup de ressources, mais qui est beaucoup appelé. Là, je vais faire de la mise à l'échelle horizontale, où là, je vais multiplier mon nombre d'instances pour pouvoir répondre à la charge. Par contre, le dernier point de complexité que vous aurez, qui va vous donner des bons mots de tête, pour ceux qui s'y sont déjà collés, je pense qu'ils pourront confirmer, c'est la base de données qui doit, elle aussi, être décomposée. Et là, pour le coup, effectivement, les impacts peuvent être significatifs et sérieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que typiquement, donc, quand on a une seule base de données, en général, la base de données, quand on se met au microservice, quand on passe d'un monolithe à des microservices, la base de données, c'est le dernier truc qu'on fait, et c'est ce qui pose le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand on a une application monolithique avec une seule base de données, on va avoir une donnée quelque part, ok, c'est bien. Si je la mets à jour, c'est pas un souci. Et puis potentiellement, je peux avoir des triggers dans ma base de données qui vont faire des mises à jour en fonction de certaines autres données, etc. Donc ça, c'est pas un souci, c'est géré directement par la base de données. Par contre, chaque microservice va avoir sa propre base de données. Mais qu'est-ce qui se passe si un microservice a besoin d'une donnée et que un autre microservice à l'autre bout a besoin de la même donnée? Et du coup, vous allez devoir dupliquer la donnée. Et c'est quelque chose en général dans les applications monolithiques qu'on évite autant que faire se peut. Et là, pour le coup, vous n'allez pas avoir le choix. Et donc, qu'est-ce qui se passe si dans mon microservice A, je mets à jour la donnée, dans mon microservice B, du coup, il faut que je prévoie un mécanisme pour mettre à jour aussi. Donc voilà, du coup, les questions qu'on se pose derrière, les questions sous-jacentes sont loin d'être simples. Donc voilà, ce qui va vous poser le plus de problèmes en général au niveau des microservices, c'est pas forcément le code, c'est pas forcément le métier, ça va être la gestion de la donnée qui va poser problème. Donc les avantages des microservices, le principal avantage, c'est que chaque microservice est indépendant. Et donc du coup, vous allez pouvoir utiliser des technologies différentes en fonction des microservices. Typiquement, vous allez avoir un microservice où vous allez faire de la gestion de texte. Vous allez utiliser par exemple du PHP. Un autre microservice où vous allez faire par exemple de la gestion de données, vous allez faire du R ou du Python. Voilà. Par exemple, si vous avez des besoins en input-output sur du réseau ou sur du traitement de fichiers binaires, vous allez peut-être utiliser du Go ou du C ou du C++. Voilà. En fonction des besoins, vous allez pouvoir utiliser des technologies différentes et vous ne serez pas rattaché à une techno. Alors que si vous êtes sur un monolithe, votre monolithe, si vous avez commencé à le coder en PHP, vous allez être attaché tout le long de la vie de ce monolithe, vous allez être attaché à du PHP. Alors que là, chaque microservice peut avoir potentiellement sa propre techno. Vu que ce sont des microservices, ils ont une surface de code qui va être réduite, et vu que vous allez avoir une surface de code réduite, ça va, 1, faciliter les audits, et 2, faciliter les réécritures. Et donc du coup, on en revient au point précédent, c'est-à-dire que effectivement, si au départ vous partez sur une techno et que vous vous dites finalement la techno elle n'est pas adaptée ou en fait ça serait peut-être plus simple si on faisait avec telle autre techno, etc. C'est pas un souci, vu que vous avez une surface de code qui est réduite, vous allez pouvoir réécrire plus facilement et plus rapidement votre microservice. Vu que vos applications sont plus petites, vous allez pouvoir réduire les itérations, réduire la boucle de feedback et donc réduire le fossé temporel. Au niveau des inconvénients, là, le principal inconvénient que vous allez avoir, c'est que votre complexité obligatoire, elle va exploser. Donc la complexité obligatoire, qu'est-ce que c'est?
il y a Arnaud Lemaire qui a fait une conférence qui traite de dette technique et entropie logicielle. Je vous mets la référence à la fin des slides, vous inquiétez pas. Dette technique et entropie logicielle d'Arnaud Lemaire, et il parle notamment de complexité logicielle. Il distingue trois types de complexité au niveau du logiciel. La complexité essentielle, qui va être la complexité inhérente au problème que vous allez résoudre. La complexité obligatoire, qui va être la complexité qui vient avec tout ce qui accompagne votre code. Donc typiquement, vous avez un framework, c'est de la complexité obligatoire. Vous utilisez un serveur HTTP, c'est de la complexité obligatoire. Vous utilisez une bibliothèque, c'est de la complexité obligatoire, etc. Et puis à côté de ça, vous avez la complexité accidentelle, qui est la glue qui vient, qui vient coller, qui vient rafistoler, qui vient faire de la glue autour de tout ça. Donc l'idée, quand on traite la dette technique, c'est de réduire le plus possible la complexité accidentelle. Votre complexité essentielle, vous ne pouvez pas la réduire puisqu'elle est essentielle. Par contre, effectivement, et c'est le problème un petit peu avec les microservices, votre complexité obligatoire, elle va exploser. Donc voilà, c'est pas forcément rédhibitoire, mais il faut quand même en avoir conscience. La complexité obligatoire, c'est une complexité que vous n'avez pas à gérer directement. Mais voilà, elle explose quand même. Un autre inconvénient, c'est que les mises à jour, elles peuvent parfois être plus complexes. Je vais prendre un exemple. Vous avez un service A qui fait un appel à un service B, et ce même appel, il va faire appel à un service C. Et si vous voulez mettre à jour C, vous allez mettre à jour d'abord A, puis B, puis C. Et donc voilà, et du coup des fois c'est un petit peu compliqué à gérer ces mises à jour. Alors bon, heureusement, la plupart du temps, vous avez que deux services qui vont jouer les uns avec les autres. Mais là, on commence à comprendre effectivement tout l'intérêt d'avoir des API et des API qui sont versionnés. Et enfin, on va avoir du coup aussi avec les microservices une gestion des déploiements qui sera plus difficile. Voilà pour la partie microservices. Quelque chose qui revient assez souvent, notamment au niveau des équipes techniques, ça concerne la qualité. Et c'est le fameux, la qualité est non négociable. Alors, on va essayer de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à ça. Et nous, en tant que DevOps, qu'est-ce qu'on peut se dire ? En fait, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, tout est une question de gestion de la dette technique. Si je développe une application qui a pour but d'être mise à jour souvent, qui va être très utilisée, etc., alors là, effectivement, je vais essayer de réduire le plus possible ma dette technique. Mais ma dette technique, elle n'est pas forcément mauvaise en soi. La dette technique, c'est juste un raccourci qu'on prend pour accélérer le développement d'une application, d'une feature, ou ce que vous voulez. Par contre, si je développe un script qui ne sera exécuté que une fois par an, que ce script il fait 200 lignes de bash, mais c'est du bash tout dégueulasse, mais je n'aurai jamais à le toucher, je m'en fous que le bash il soit dégueulasse. Je m'en fous, si j'ai jamais à le toucher, ça fait le job, tant mieux. Donc en fait, on ne va pas essayer forcément d'atteindre l'excellence technique, mais plutôt l'efficience technique. Et donc c'est là que les SLI, SLO et SLA prennent tout leur sens. Donc SLI, Service Level Indicator, SLO, Service Level Objective, et SLA, Service Level Agreement. Donc indicateur, objectif et contrat qui vont nous permettre effectivement de prendre des décisions en fonction des indicateurs, des objectifs et des contrats qu'on a passés. Typiquement, vous avez
euh, un indicateur qui sera le nombre d'erreurs pour 10 000 requêtes sur votre application. Et vous dites, ben voilà, on ne veut pas dépasser, par exemple, les 100 erreurs pour 10 000 requêtes. Ok, très bien. Donc ça, c'est votre objectif. Et donc le contrat, c'est si on dépasse ces 100 erreurs pour 10 000 requêtes, par exemple, et ben on arrête le développement des nouvelles features et on se met à réduire la dette technique. Ça, c'est une gestion tout à fait efficiente de ce qu'est, c'est une bonne gestion de la dette technique. C'est-à-dire que on reste conscient de la dette technique, c'est-à-dire que quand on prend un raccourci, bah, on sait tout de suite, quand on prend un raccourci, on sait tout de suite qu'on l'a pris, on le garde en tête et puis on va de l'avant en gardant ça en tête. Et si à un moment donné ça dépasse les objectifs qu'on s'est fixés, alors on revient en arrière et on résout les soucis. Donc là, effectivement, les méthodologies DevOps, elles deviennent centrales. La conclusion de tout ça, donc je voulais vous mettre une belle image du tweet, mais je suis allé un peu vite. En 98, on disait il faut que vous construisiez des systèmes faiblement couplés avec des composants faiblement couplés. En 2008, on disait il faut que vous construisiez des systèmes avec des composants faiblement couplés. En 2018, on vous a encore dit il faut que vous construisiez des composants il faut que vous construisiez des applications avec des composants faiblement couplés. La technologie change très vite. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que il y a un certain nombre de choses qu'on connaît depuis un certain temps, sauf qu'on n'avait pas la maturité pour y arriver. En fait, on a eu des nouvelles méthodes de travail qui nous ont permis de créer de nouveaux outils. Typiquement, les nouvelles méthodes de travail, ça a été les méthodes agiles, qui nous ont permis de créer de nouveaux outils. Les nouveaux outils, par exemple, c'est Git, où on a pu commencer à travailler de façon distribuée et à plusieurs sur un même code source. Git nous a amené de nouvelles méthodes de travail, par exemple GitOps. Ces nouvelles méthodes de travail amènent des nouveaux outils, etc., etc., etc. Et en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver petit à petit vers une certaine forme de maturité de l'informatique. Alors ça, c'est mon avis personnel. On a encore de la marge de ce point de vue-là, mais on est en train d'y arriver gentiment. Disons qu'on ne devrait plus avoir de gros changements en termes de fonctionnement dans les années à venir. On peut encore améliorer les outils, les méthodes de travail, mais en tout cas, en termes de façon d'arriver, on a un objectif maintenant, on sait vers quoi on veut essayer de tendre, et donc on est en train d'y arriver tout doucement. Pour aller plus loin, donc je peux vous conseiller le livre qui s'appelle Beyond the 12 Factor App, donc de Kevin Hoffman. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver sur internet aux éditions OELI. Il reprend un peu ce que j'ai dit, mais il en parle beaucoup mieux que moi. Et il va un peu plus loin que simplement le manifeste des ingénieurs de chez Heroku. Et puis la conférence dont je vous ai parlé tout à l'heure d'Arnaud Lemaire, donc dette technique et entropie logicielle, vous avez le lien qui est juste là. Alors vous inquiétez pas, de toute façon on vous mettra à disposition les slides, donc si ça va un peu vite pour vous, vous inquiétez pas, vous pourrez toujours le retrouver. Voilà. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Non, il n'y a pas de questions? «
Vous allez pas me dire que j'ai été si clair que ça quand même. Bon. Allez-y, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si j'ai pas. Donc, effectivement, là, d'après les retours, j'ai des questions pour le prochain Café DevOps Lyon. Ok. Bah, vas-y si tu veux, Franck, hein, de toute façon. Ou tu préfères peut-être les garder pour le prochain. Ok, d'accord, oui. Ça serait peut-être plus ça. Ok. Bon, bah très bien. Et bah écoutez, je vais. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter là. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt.